Et vous retrouvez Arnaud Pontus pour la suite des RFI Matin. Merci Grégory Lesca. Avec à suivre dans l'heure qui vient la fin du Tour de France cycliste, les passionnés des Champs-Élysées. Reportage dans un instant. Accent d'Europe avec les clandestins refoulés à Ceuta et Melilla. 9h20, rencontre avec le metteur en scène et comédien Thomas Joly. Il a fait sensation au Festival d'Avignon avec sa version du Henri VI de Shakespeare. 9h30, le journal, ce sera avec Vincent Souriau. Et à 9h40, grand reportage, rencontre avec des demandeurs d'asile. Ils ou elles sont venus en France pour fuir les violences dans leur pays. Chez eux, chez elles, on les persécute en raison de leur orientation sexuelle. Parce qu'ils ou elles sont homosexuels, comme Cynthia, arrivée d'Ouganda. J'avais un travail, j'adorais mon pays, mais je ne pouvais pas rester. Ce que j'attends surtout ici, c'est une protection. Il n'y a rien de mieux que de se sentir en sécurité. Et maintenant, vous vous sentez en sécurité ? Oui, vraiment. Grand reportage de Véronique Guémard, c'est dans 30 minutes. Et nous allons faire un dernier tour. Donc sur le Tour de France, vous avez pu écouter ici même chaque jour les cartes postales du Tour durant toute la durée de la course. Aujourd'hui, reportage sur les Champs-Élysées à Paris avec les spectateurs qui étaient venus ce dimanche admirer les ultimes efforts des coureurs. Reportage de Sarah Bacaloglou. Premier passage pour les cyclistes devant la foule pour cette dernière étape. Romain, 4 ans, est agrippé à une barrière surveillée par sa maman. Le petit garçon ne veut rien rater du spectacle. C'est la première fois pour Romain. Oui, je n'avais jamais vu. On va voir le meilleur. Voilà. Je crois que je veux faire... On était venu pour voir Thomas Vauclair et puis c'est pas lui qui va gagner. Non, c'est le maillot jaune. Moi j'ai mon père qui fait du vélo, donc c'est une tradition. Son père il est cycliste. Voilà, mais ça fait longtemps qu'on n'était pas venu sur les Champs-Élysées voir l'arrivée. Et des jeunes passionnés de cyclisme, il y en a beaucoup dans cette foule. Maillot vert, casquette Tour de France, Frédéric a 13 ans. Pour mieux voir, il est monté sur un tabouret et quand on lui demande ce qu'il apprécie... Tout. Les coureurs, l'ambiance, je suis un grand fan de vélo aussi et je voudrais faire le Tour de France. Et en général, je fais 50 km. Il adore, donc là on a acheté le dernier jeu aussi justement sur PS3 pour qu'il puisse jouer vers le cyclisme aussi et donc oui il adore ça. Là on a fait 4 étapes en tout cette année. Il a un maillot à poids et puis après il a des tenues de cycliste aussi. Si je l'écoutais je pourrais acheter toutes les équipes. Puis le Tour de France c'est parfois un rendez-vous, une histoire de famille. Olivier a gardé l'enthousiasme de sa jeunesse. On en a toujours parlé de très longue date. Et à chaque fois, j'ai un petit rappel sur des discussions de famille, sur des passions pour l'un, pour l'autre des coureurs. Parce qu'à l'époque, c'était une manifestation extraordinaire. Les coureurs étaient considérés comme des héros. Et c'était sans doute des modèles quelque part aussi. Donc ils passionnaient les jeunes de leur époque, ils passionnaient les familles. Il y avait des gens qui prenaient parti pour l'un, pour l'autre, en fonction de leur région d'origine. Mais alors, qu'est-ce qui plaît autant dans le cyclisme aux spectateurs ? C'est Bertrand, entre deux coups d'œil sur la piste, qui nous donne la réponse. J'ai 2 sports préférés. D'abord le rugby parce que j'en ai fait beaucoup, puis ensuite le cyclisme. Je crois d'ailleurs même que c'est le sport le plus exigeant qui existe. Parce que bon, c'est bien beau un vélo, mais le vélo, il faut qu'il avance. Et là, si vous ne pédalez pas, drogué ou pas drogué, il faut pédaler, il n'y a pas de problème. Et cette année, en plus, 2 Français sont sur le podium. Cela fait 30 ans qu'ils n'avaient pas vu ça. Reportage de Sarah Bacaloglou. À la une de l'actualité ce lundi 21 juillet, le 21e jour de l'opération militaire israélienne à Gaza. Dans la nuit, les hostilités ont cessé à quelques heures de la fête de la fin du Ramadan. À l'ONU, le Conseil de sécurité a adopté une déclaration appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition. Et un peu plus tôt, Barack Obama a téléphoné à Benjamin Netanyahou. Le président américain a demandé au Premier ministre israélien d'accepter une trêve sans condition. Les drapeaux français en berne aujourd'hui et pour 3 jours sur tout le territoire. Hommage aux victimes du crash d'Air Algérie, jeudi au Mali. 118 morts, dont 54 Français. Hier, des familles de victimes se sont à nouveau rendues sur les lieux du drame. Les 2 boîtes noires ont été envoyées à Paris pour analyse. En Ukraine, les enquêteurs n'ont plus accès pour l'instant au site du crash du Boeing de la Malaysia Airlines. Des combats ont eu lieu à proximité, empêchant les investigations. L'armée a relancé son offensive pour reprendre les bastions des insurgés pro-russes, notamment dans la ville de Donetsk. La France appelle ses ressortissants
a quitté la Libye. Londres, Rome et Berlin évacuent également leurs expatriés. La situation sécuritaire s'est à nouveau dégradée ces dernières heures. Des combats entre milices rivales ont fait des dizaines de morts à Tripoli et à Benghazi. Accent d'Europe au Maroc aujourd'hui. Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla font toujours figure de porte d'entrée vers l'Eldorado européen pour des centaines de milliers de clandestins. Régulièrement, les migrants se heurtent au grillage des deux territoires. Notre correspondant au Maroc est allé à la rencontre de ces hommes qui ont tenté leur chance et qui ont échoué. Reportage de Léonard Vincent. Mokhtar, ici c'est un endroit où vous venez souvent? Quand je me réveille le matin, je viens ici, je me connecte quoi. On prend les informations, qu'est-ce qui se passe en Europe à propos de l'immigration. Des tabourets en plastique, quelques ordinateurs, une petite pièce étouffante à l'étage d'un taudis dans le quartier de Takadoum à Rabat. C'est ici que se retrouvent ces trois garçons guinéens qui coûte que coûte ont déjà tenté le passage vers l'Europe. Moi mon prénom c'est Ibrahima, j'ai 20 ans. Vous avez tenté plusieurs fois de passer à Melilla? Ouais, j'ai tenté 2 fois. À chaque fois c'est l'échec. Bon, une fois entré à Melilla, j'aimerais être en France pour me perfectionner. J'aimerais être un grand sociologue. C'est mon idée. Mon prénom c'est Tcherno Mahmoud. Je viens de la Guinée. J'ai 15 ans. À mon idée, je veux rentrer pour faire le football, pour fonder mon avenir, pour aider mes parents. C'est pour cela que je veux aller en Europe. Mon père ne voulait pas que je vienne. Je me suis caché de mon père pour venir. Mokhtar, 19 ans ou à peu près, lui, est fatigué. Il veut rentrer chez lui. J'ai renoncé parce qu'il y a la pression dans la famille, quoi. Beaucoup me disent pourquoi je suis là. Je ne fais rien, même pour manger, c'est des problèmes, quoi. C'est pour cela que j'ai renoncé. Je ne peux pas rester durant toute ma vie pour partir en Europe, quoi. Tous les trois se moquent avec une drôle de philosophie de la violence qu'ils ont rencontrée au grillage de Melilla, l'enclave espagnole où ils ont tenté d'entrer en force. Je vais aller là où je pourrais pratiquer le football, peu importe le pays. Si ça ne marche pas, je vais aussi trouver une autre solution encore. Mais tu veux rester là-bas pour travailler? Oui, quand même, je veux rentrer en Afrique avec quelque chose. Comme je me suis déjà engagé, j'aimerais assumer mon engagement. La chance vient aussi au bout de l'effort. Comme tu n'as pas les moyens de partir légalement, tu fournis ton effort et Dieu vient t'assister. Et si vous aviez le président François Hollande devant vous, là, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Ah bon, j'allais dire simplement d'instaurer une politique pour favoriser les immigrants. En fermant les frontières, c'est ce qui nous pousse à risquer. Non, le Maroc, c'est pas bon pour nous les immigrants. Je vais garder un souvenir de l'Europe là. Je suis allé jusqu'au grillage là, j'ai toussé, j'ai pas y rentrer. Je vais retourner au pays, faire business quelques années là, je vais payer un visa. Même si c'est 7 000 euros, 8 000 euros, je vais le faire quoi. Dans l'atmosphère feutrée des bureaux de l'Union européenne au Maroc, on est conscient que la politique uniquement sécuritaire est une impasse. Cécile Abadi, chef de la section politique de la délégation européenne à Rabat. Je pense que l'affirmation que l'approche sécuritaire ne suffit pas est un constat partagé par tous, y inclus par le Maroc, par les États membres, par vraiment l'ensemble des acteurs. Je crois que le Maroc, avec sa politique de régularisation, fait déjà un effort vers un travail plus institutionnel. Le Maroc est en train de modifier sa législation sur la traite et sur l'asile. Nous travaillons aussi sur la question des trafics. Nous pensons qu'il faut également travailler sur différents aspects complémentaires. Nous travaillons aussi sur les retours volontaires. Nous travaillons sur l'appui législatif. Nous travaillons avec la société civile pour l'appui aux personnes en situation vulnérable. Et l'Union européenne est aussi très engagée dans le développement socio-économique des pays d'origine de la plupart des migrants irréguliers. Ce qui est clair, c'est que nous pensons qu'une des manières de réduire l'immigration clandestine, c'est d'augmenter la part de la migration légale. L'Union européenne a aussi des défis démographiques et donc sur le plan de sa vision, elle n'est pas une Europe forteresse comme on a tendance à le décrire parfois. On estime à environ 25 000 le nombre de migrants subsahariens présents au Maroc, 25 000 histoires individuelles qui butent sur un problème politique très complexe. Reportage au Maroc de Léonard Vincent, retrouvé dans Accent d'Europe. L'émission est à 21h40, heure de Paris. Il est 9h20 à Paris.
Rencontre avec le comédien et metteur en scène Thomas Joly. Il a fait l'événement au 68e Festival de Théâtre d'Avignon, festival qui s'est refermé hier. Thomas Joly a présenté Henri VI de Shakespeare, un spectacle d'une durée de 18 heures. La dernière représentation a été donnée dès samedi matin, 10 heures. Elle s'est terminée dimanche à l'aube à 4 heures du matin. Muriel Malouf a rencontré Thomas Joly à l'issue de ce marathon théâtral. Bonjour Thomas Joly. Bonjour. On peut dire que vous avez fait l'événement de cette 68e édition du Festival d'Avignon avec votre pièce Marathon de 18 heures, l'intégrale d'Henri VI de Shakespeare. Et comment vous vous sentez là, puisque le public est en liesse chaque fois? La dernière, ce dimanche, c'était une ovation debout, des acclamations. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est très heureux, hein. Ça je reconnais, je ne peux pas avoir un autre sentiment que celui-ci, le sentiment d'avoir effectivement d'abord abouti ce long projet qui a pris 4 ans et demi de création, et puis cette expérience proposée aux spectateurs, mais aussi à nous-mêmes, hein, à toute l'équipe, de traverser cette œuvre pendant 18 heures, cette communauté, hein, qui se crée de spectateurs, d'acteurs, de techniciens et de tout le personnel aussi qui fait l'accueil. Tous ces gens assemblés ensemble pendant 18 heures créent, oui, une petite communauté. Donc à la fin, on a presque du mal à se dire au revoir, en fait. Et on est tous extrêmement engagés dans la représentation, les acteurs évidemment au plateau, les techniciens aussi, mais le public aussi. Mais c'est un engagement, c'est une vraie épreuve, alors au sens chouette, hein. C'est un engagement physique, c'est un engagement de concentration, mais au final, je crois que c'est surtout une manière à un moment donné de se rappeler tous que nous sommes vivants les uns les autres et que nous rappelons à nos propres humanités. Je crois que c'est ça aussi qui se crée avec Henri VI, c'est que tout à coup le théâtre reprend une place qui est celle avec l'humain au centre et la poésie, la pensée, et que cette fête, c'en est une. Voilà, ça crée une fête de théâtre. Qu'est-ce que Henri VI nous dit aujourd'hui, ce roi pieux, bon, partisan de la paix, mais qui a eu un règne des plus sanglants, paradoxalement? Alors, je pense qu'Henri est installé sur le trône à un moment où le monde est en plein bouleversement. Henri VI règne de 1422 à 1471, c'est le XVe siècle, Shakespeare lui-même écrit au XVIe. Il est donc, cette pièce est donc à cheval entre deux époques. On pourrait parler d'une espèce de Moyen-Âge finissant et puis d'une Renaissance qui peine à sortir des limbes. Alors on voit la Renaissance comme un grand moment d'invention, de trouvailles, de découvertes, mais je pense aussi que ça devait être un temps extrêmement angoissant. Puisque tout le rapport au monde était bouleversé quand on comprend tout à coup que la Terre n'est pas au centre de l'univers, que c'est le Soleil, qu'elle est ronde, qu'il y a d'autres continents inexplorés. Tout ça devait vraiment perturber, je crois, les êtres humains dans leur rapport au monde, dans leur propre rapport au monde. Est-ce que c'est ça qui a créé ce mal, justement, puisque la pièce est pleine de complots, de trahisons, d'alliances, de désalliances, de batailles? Mais tout à fait. Je pense que cette période où Henri VI règne, où Shakespeare écrit, donc cette période de bouleversement génère donc de l'angoisse. Et donc l'angoisse, elle génère la peur, elle génère la haine, elle génère l'idiotie, elle génère le manque de curiosité. Et je pense que ce qu'Henri VI a à nous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes, à mon avis, dans une époque un petit peu identique, c'est-à-dire que nous sommes en train de bouger. L'époque se bouleverse, on voit bien que les modèles sont essoufflés, on n'a pas encore trouvé les nouveaux, on tâtonne à trouver de nouveaux modèles, et que je ne peux pas nier, je suis assez surpris, moi, depuis plusieurs années déjà, dans l'actualité, de voir comment l'angoisse crée de la discrimination, crée du rejet, crée de la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur de celui qui n'a pas la même sexualité, qui n'a pas la même religion. Et on revient à des choses extrêmement archaïques. Prenons la manif pour tous, par exemple. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui sort qu'on dirait que ça ressort d'il y a plusieurs siècles, mais pas que ça. Enfin, j'ai l'impression en fait que il faudrait que la curiosité prenne le pas sur l'angoisse. Je pense que c'est ça qui nous ferait sortir en tout cas, nous ferait
en partie sortir de la crise. Vous vous êtes emparé de cette pièce avec les ressources basiques du théâtre, le théâtre d'ombre, le chant, la danse, la lumière, le décor, en boudant tous les moyens technologiques existants aujourd'hui. Même les voix ne sont pas sonorisées, ce qu'on voit de plus en plus rarement au théâtre. Pourquoi ? Vous êtes pour un théâtre artisanal ? Je suis surtout pour le théâtre. En fait, que les voix soient sonorisées, ça peut créer de très jolis effets et des fois c'est nécessaire dramaturgiquement. Mais le théâtre est l'art de la profération, de la vocifération, et que je crois que pour dire du Shakespeare, pour être traversé par cette langue-là, il faut l'engagement vocal, donc physique, des acteurs. En tout cas, ça marche. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'investissement des comédiens, l'investissement physique, vocal. Ils tiennent 18 heures durant. Comment vous avez fait pour atteindre cette endurance ? Alors, on a très vite remarqué qu'Henri-VI était un monstre autonome qui se nourrissait du corps des acteurs. Et il faut du coup entrer dans Henri-VI avec l'humilité, avec la patience, du randonneur, je dirais, de celui qui gravit un sommet, c'est-à-dire de faire un pas après l'autre. Donc les acteurs, en fait, déroulent à vue, une scène après l'autre, ce texte monstrueux. Et c'est que par là qu'on peut y arriver, parce qu'on ne peut pas le maîtriser. Alors ce vœu d'humilité-là, à mon avis, il est extrêmement perceptible par les spectateurs, puisque c'est un théâtre en fait qui est avoué. Les acteurs sont en train de travailler devant nous, ils ne sont pas en mode play, ils ne sont pas en train de refaire quelque chose qu'ils auraient fait la veille, ils sont en train de retraverser, tout comme les spectateurs, pour la première fois. C'est le propre du spectacle vivant. C'est normalement, je suis bien d'accord avec vous, le propre du spectacle vivant, mais il y a bien des spectacles, et moi-même je l'ai fait, je le confesse en tant qu'acteur, où nous faisons plus notre job et nous ne sommes pas dans l'ADN du théâtre qui est l'ici et maintenant. Henri-VI ne peut pas se faire si nous ne sommes pas ici et maintenant, absolument, en train de travailler au plateau. Merci Thomas Joly et encore bravo. Après Avignon, votre Henri-VI a une grande tournée. Je signale quelques rendez-vous à Sceaux, en banlieue parisienne en décembre, en mai au Théâtre de l'Odéon. Un vrai marathon théâtral. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le metteur en scène Thomas Joly avec Muriel Mahalouf sur RFI. Il est 9h27 à Paris. Dans 3 minutes, c'est le journal. Et d'ici là, notre pause musicale, c'est le live du jour, extrait de Musique du Monde aujourd'hui. Prêt ? Ok. Summertime, c'est un morceau qui a été composé par George Gershwin en 1935. C'est probablement l'extrait le plus connu de son opéra Porky and Bess. Alors c'est l'histoire de Porky, qui est une sorte de sauveur d'humanité estropié, qui fait une fixette sur Bess. Bess est une femme qui attire sur elle tous les malheurs du monde. Un mari pas terrible, un dealer pot de colle, bref, le bonheur. Summertime s'est baladé dans pas mal de bouches. Big Mama Thornton, Billie Holiday, Janis Joplin, Ray Charles. En gros, c'est un classique. L'artiste haïtien James Germain et le duo électrique franco-américain Casse Product se sont attelés, enfin je dirais même plutôt, ont essayé de dompter la bestiole. Ils y sont parvenus. En piste donc avec un Summertime dans les voix de Mona Soyoc et de James Germain, avec Spatz au synthé, Ronnie Olanor au piano et Andra Kouyaté au ngoni. Summertime, when the living is easy, fish are jumping and the cartoon is high. Your daddy's rich and your mom ain't good looking. So hush, little baby, don't you cry. Well, one of these mornings, you're gonna wake up singing, and then you'll spread your wings and take
but till I'm that morning, nothing's gonna harm you, baby. Version de Summertime, c'était dans Musique.